Donc, je m'appelle Anaïs Valentin, je suis responsable de la User Research chez Fairpection depuis plus de 3 ans. Et donc, j'ai le plaisir d'être avec Paul, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, merci déjà d'être présent et merci à Fairpection aussi d'avoir organisé ce webinaire. Je m'appelle Paul Tanazak, je suis UX designer depuis bientôt 10 ans. J'ai travaillé dans différents types de structures. J'ai travaillé 3 ans chez AXA, j'ai fait pas mal de retail et e-commerce en France et notamment aussi à Montréal, où j'ai travaillé 1 an et demi dans les télécommunications. Et là, depuis pratiquement 2 ans, je suis lead UX du studio Leroy Merlin France. Écoute, je ne savais même pas que tu avais été à Montréal, j'en apprends en même temps. Du coup, merci à toi d'être là avec nous. Donc, avant de commencer à échanger avec Paul, on va juste faire un rapide rappel de qui est Fairpection, ce que l'on fait pour les personnes qui nous connaissent moins ou pas du tout encore. Ensuite, donc, on passera au témoignage de Paul et à la fin, comme je le disais, on prendra du temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, Fairpection, on est une entreprise spécialisée en UX Research. Donc, en fait, on accompagne nos clients dans l'optimisation de leur expérience utilisateur et on fait ça à travers trois principales étapes, à savoir le recrutement, donc sur tout type d'utilisateurs, que ce soit des cibles B2C, B2B ou même B2E, sur tout ce qu'on va appeler le terrain de l'étude, donc que ce soit sur des méthodologies de tests utilisateurs à distance, d'entretien, de focus group, de sondage quantitatif, et enfin, on s'occupe aussi de tout ce qui est analyse et recommandation pour vous donner en fait des pistes d'amélioration qui soient qui soient exploitables et facilement actionnables. Notre différence, ce qu'on vous apporte, c'est vraiment une double expertise, à la fois études avec des profils justement plus user research qui vont surtout être intéressants à activer en amont de l'étude pour toutes les phases de cadrage, de compréhension de vos besoins et de définition de dispositifs à mettre en place, et une expertise plus vraiment UX design, product design, qui là va intervenir principalement plus en aval des études sur les phases d'analyse et de recommandation. Et donc, Leroy Merlin fait partie de ces clients qu'on a accompagnés, et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Paul avec nous aujourd'hui pour parler de comment et pourquoi mettre en place une approche globale dans le parcours client. Donc, je pense que de nom, tout le monde connaît, enfin au moins de nom, tout le monde connaît Leroy Merlin, mais est-ce que du coup, Paul, tu peux nous présenter plus du coup l'enseigne et le groupe avec un petit peu plus de données? Très bien, ouais, comme tu l'as dit, je pense que tout le monde connaît. Rapidement, c'est la 9e enseigne en France, tout type de commerce confondu. C'est la première en France dans le domaine bricolage. Aujourd'hui, Leroy Merlin, c'est 25 000 salariés répartis dans 141 magasins et 12 pays à travers le monde. Sur le site web uniquement, donc mobile, desktop, on a environ 14,5 millions de visiteurs uniques par mois. Et Leroy Merlin appartient au groupe ADO, qui comporte 14 enseignes réparties aussi dans le monde. Ok. Et du coup, l'année 2020 a été un petit peu spéciale pour tout le monde. Comment ça s'est passé pour vous? Quels ont été et quels sont, puisque ce n'est pas encore fini, les gros challenges de l'année pour vous? Je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, hein. On a tous dû faire avec le confinement et travailler à distance. Après, c'est vrai qu'on a de la chance que le business ait continué vraiment de tourner. Moi, par exemple, j'ai été arrêté 2 semaines uniquement au mois de mars. Et on a très vite repris sur tous les projets digitaux pour continuer à faire du build de nouveaux projets. Et ensuite, on est aussi outillé pour travailler à distance. Donc, on a la suite Google, enfin, on a plein d'outils de test à distance et de travail collaboratif qui ont été mis en place. Donc, on a un fort appui aussi technologique derrière qui nous permet de travailler confortablement à distance. Et donc, l'année a été quand même assez riche en projets parce qu'on a lancé une marketplace en mai. Donc, le lancement du projet a démarré en novembre de l'année dernière, mais c'est sorti en mai de cette année, la première version. Et à côté, on est aussi en train de construire une plateforme digitale internationale parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a
différents sites internet pour chacune des business units. Donc, Leroy Merlin France, Italie, chacun des pays a un peu son socle. Et là, la volonté, c'est de bâtir une plateforme commune pour que tout le monde puisse profiter de la technologie et qu'on évite de réinventer la roue et de se créer des silos organisationnels à travers les différentes BU si on veut vraiment proposer des expériences cohérentes, quoi. Et l'enjeu, c'est aussi de mettre cette plateforme à disposition des autres enseignes du groupe ADO dans un second temps. Ok, donc on retrouve déjà finalement dès ce moment-là ce côté un peu transverse et global, on va dire, Ouais. dès ce moment-là. Et du coup, pour parler, on va dire, un petit peu plus spécialement du X, puisqu'on est là quand même pour parler de ça, comment ça se passe chez Leroy Merlin? Comment fonctionnent un petit peu les équipes UX? Alors, moi, je suis le lead UX du studio Leroy Merlin France et je suis accompagné en binôme par un lead UI qui s'appelle Jean-Baptiste Lecomte. Et ensemble, on manage une équipe de 20, un peu plus de 20 designers UX et UI. Et notre responsabilité, c'est le site web et l'application mobile. Donc, on gère les interfaces de ces canaux-là. La manière dont c'est organisé, c'est qu'on a volontairement choisi de diviser les expertises UX et UI pour que chaque expert puisse vraiment mener à bien l'ensemble de sa mission. Donc, on a des UX qui sont vraiment là pour aider nos interlocuteurs à comprendre pour qui et pourquoi on fait les choses. Donc, on vient vraiment faire de la recherche utilisateur, animer des ateliers de co-conception, participer au cadrage métier, faire des tests utilisateurs, venir décortiquer la data, faire des audits ergonomiques. Et tout ça en étroite collaboration avec des UI designers qui sont plus là pour définir comment on fait les choses. Donc, eux, ils vont vraiment venir produire les interfaces, participer aussi aux ateliers de conception pour réaliser des sketchings et puis des maquettes haute fidélité. Et derrière, contribuer, utiliser le design system qu'on a mis en place, travailler avec tous les front-end développeurs. Donc, tout ce travail vraiment d'interface, il est réalisé par les UI. Et la manière dont on est organisé, c'est qu'on a un binôme UX et UI qui sont répartis dans chacune des feature teams qui travaillent sur le site web et l'appli mobile. Si vous voulez, on a une dizaine de feature teams qui viennent travailler sur le site web. Et la manière dont c'est séparé, c'est qu'une feature team va prendre en charge un produit du site web. Donc, il va avoir la feature team qui va assurer la descente produit, une feature team qui va plus assurer l'espace client, une autre qui va assurer tout ce qui est les cours, l'inspiration, les services, ainsi de suite. Donc, on a des experts comme ça qui sont répartis dans différentes feature teams pour aider au delivery de chaque feature. Ok, donc ouais, finalement, au sein de chaque feature team, tu as un peu une double, on va dire, expertise aussi qui permet un peu de rayonner et d'interagir plus facilement, on va dire, avec des interlocuteurs différents, enfin des parties prenantes différentes. Bah, c'est ça. Là, on a un schéma qui représente un peu la manière dont on est staffé dans une feature team. Donc, on a un binôme UX et UI qui travaille avec un business owner, un product owner, un Scrum Master, le front-end, enfin les front-end et les développeurs back-end. Et le rôle du binôme UX-UI, c'est de faire le lien entre le business, donc entre la demande de marché métier qui est portée par le business owner avec tout ce qui est data, SEO, feedback, étude des utilisateurs et l'utilisation du design system. Ok. Et donc, toi, comme tu as dit, tu es lead UX. Finalement, concrètement, au quotidien, c'est quoi ton rôle? Bah, souvent, ce qu'on se demande, c'est OK, vous avez des UX et UI qui sont répartis dans des feature teams, qui travaillent sur des produits séparés. Comment est-ce que vous faites pour assurer qu'il y ait une expérience utilisateur homogène et un parcours qui soit traité? Bah, une des premières réponses qu'on a, c'est qu'on a un lead UX et UI, donc nous, on a un regard transverse pour tout le monde. Et donc, on s'assure, en ayant la connaissance de tous les sujets qui sont en cours, que les connexions se font bien entre les bons interlocuteurs. À côté, nos autres rôles, c'est de vraiment challenger les process UX et UI qui sont en place pour vraiment être meilleurs, s'améliorer continuellement. On teste pas mal de nouvelles méthodologies et puis on les pousse, on responsabilise les designers pour qu'ils puissent se les approprier. Et on a aussi un rôle d'évangélisation où on vient faire pas mal de conférences, de mini-formations, de retours d'expérience pour démocratiser toute cette expertise et faire monter l'organisation en compétences. Parce que notre point de vue, nous, c'est que l'expérience utilisateur, OK, il y a des experts qui sont là pour faire le rôle de coach,
Mais si on veut vraiment entamer une transformation digitale, il faut que chaque collaborateur ait les bonnes armes quand même pour, pour pouvoir porter la voix de l'utilisateur au sein d'un Ouais, projet. pour penser utilisateur. C'est ça. Ok. Et du coup, ce que tu disais en premier, c'était ce côté regard et approche transverse. Comment tu mets ça en place au quotidien? Enfin, au Alors, quotidien, en tout cas, à la semaine. c'est vrai que bah, les leads sont là pour ça, hein. On est là pour un peu jouer le rôle de fil rouge, être là en- en- dans le fond, en fait, pour être sûr que tout le monde se parle. Mais la majorité de la transversalité, elle n'est pas assurée par nous, elle est assurée directement par les designers. Donc, ce qu'on a fait avec Jean-Baptiste, c'est qu'on a mis en place différents types d'instances tout au long de la semaine. Donc, si on regarde la répartition des rôles, il y a 80% du temps des designers qui se fait dans les feature teams, donc sur du projet, et 20% environ qui se fait au sein de la guilde, si vous voulez l'appeler comme ça, ou du studio UX/UI, en temps transverse. Donc, les temps transverses, ça peut être des ateliers de co-conception qui peuvent être liés soit à une problématique d'une feature team ou soit à un produit global. Donc, on va venir travailler tous ensemble entre UX et UI pour tacler une problématique ensemble. On organise aussi des rituels hebdomadaires comme des délits tous les matins, des demi-journées de contribution au design system. Enfin, il y a plein de rituels comme ça. Et on a aussi un autre rituel qui s'appelle les design reviews, où c'est des revues d'IHM en fait. Donc 2 fois par semaine, un binôme Et vient tu peux juste nous dire IHM pour ouais, peut-être que... interface homme-machine pour ceux qui connaissent. Mais donc 2 fois par semaine, il y a un binôme qui vient présenter des maquettes en fait à l'ensemble du collectif UX/UI. Il y a d'autres personnes qui peuvent se greffer à tous ces rituels-là. Il peut y avoir des product owners, des business owners, le directeur de la charte qui vient aussi participer. Il y a plein d'interlocuteurs, mais l'enjeu, c'est de dire, bah voilà, on a fait des maquettes, on travaille sur la fiche produit, par exemple, on vient vous présenter la nouvelle release qui va être faite avant de la tester. Et en fait, les autres UX et UI designers, ils peuvent voir s'il y a des composants qui ont été utilisés ou inventés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, parce qu'il y a déjà un composant qui existe dans le collectif et qu'il faut capitaliser dessus pour ne pas créer des expériences décousues. Et puis on peut aussi en profiter pour s'enrichir les uns les autres et pour voir ce qui est en cours de production dans les autres équipes. Donc on essaie au maximum de fédérer l'équipe autour du design et de partager les connaissances. Ouais, c'est effectivement l'échange de best practice et aussi s'assurer qu'il y ait effectivement, on va dire, une homogénéité, de la continuité comme tu disais, d'une feature C'est ça. team à l'autre. Ok. Et du coup, alors je recentre encore un petit peu, on va dire plus sur l'UX research. C'est quoi un peu vos pratiques, vos bonnes pratiques, on va dire, votre approche en tout cas de l'UX research? Bah, là, c'est vrai qu'on a une structure maintenant qui commence à être assez solide, hein. On est quand même plusieurs. Et au fur et à mesure des projets qu'on a réalisés, on a réussi à enrichir un panel de méthodologies qui sont maintenant sur l'étagère et dans lesquelles on peut puiser selon les différentes problématiques qu'on va aborder. Si je vulgarise un peu le process de design, moi je le découpe en 3 phases, la recherche, la conception et les tests. Et donc là, vous voyez un peu les différentes méthodologies de recherche utilisateurs qu'on peut utiliser. Donc en phase de recherche, on va faire des questionnaires, des focus group, des interviews avec des clients ou des collaborateurs, des observations de clients chez eux, en magasin, de collaborateurs aussi, des tests utilisateurs sur des pages ou des features qui existent déjà. Quand on va démarrer la conception, on va plus utiliser des guérillas tests. Vers la fin de la conception, quand on arrive sur des designs qui commencent à vraiment à prendre forme, ben là, on va faire des tests utilisateurs en laboratoire. Une fois que le projet il est live, ben, on fait de la collecte de feedback utilisateur via différents outils. On lance des A/B tests et on fait aussi des tests utilisateurs dans des environnements réels. On y reviendra après sur le cas pratique. Ok. Et du coup, ça se traduit comment en termes de méthodos et de process qui sont mis en Alors, place? ouais. En fait, moi, je suis arrivé il y a 2 ans et au moment où je suis arrivé, il y avait déjà un collectif assez fort, mais les manières de travailler étaient assez hétérogènes. En gros, on avait fait en sorte que tout le monde sache ce que c'est l'UX et ce que ça apporte chez Laura Merlin, mais il fallait passer la seconde et un peu se professionnaliser sur toutes ces méthodes-là. Donc, j'ai fait le tour de tous les interlocuteurs, enfin tous les designers UX pour
lister toutes les méthodologies qu'on avait et un peu homogénéiser la façon de le faire. Pour qu'un test utilisateur, s'il est fait dans une feature team, bah, il soit fait de la même manière dans une autre et qu'on ait vraiment une expertise globale au sein de l'entreprise. Donc là, ce que vous voyez, où il y a un petit triangle Leroy Merlin, le petit logo, c'est des méthodologies qu'on fait nous-mêmes avec le collectif de designers. Donc pour des interviews utilisateurs ou des tests en laboratoire, par exemple, on travaille avec notre panéliste, on fait venir des clients au siège, on fait passer des tests dans une salle de test, on les retransmet dans une salle d'observation et aussi en live stream, on fait les restitutions nous-mêmes. Donc on est vraiment quand même assez bien armé en termes de méthodo et de maturité pour faire pas mal de choses nous-mêmes. On a aussi des outils qui permettent de collecter des feedbacks utilisateurs et pas mal d'outils de data analyse. Ça, je pense que c'est un élément assez différenciant des autres structures UX en France et même de ce que j'ai vu à Montréal ou en Amérique du Nord. On a une forte casquette analytics parce que pour moi, de mon point de vue, l'expertise de l'UX, elle se traduit par la croisée de la data et des feedbacks utilisateurs. Je dis toujours aux designers avec qui je travaille, il n'y a pas de place pour l'ego que vous avez. Le discours, il doit être à la croisée de la data et d'un feedback utilisateur. Si vous n'arrivez pas à le quantifier ou à prouver qualitativement que c'est utile, bah, ce n'est pas un feedback valable. Voilà. Et en dernier, bah, ce qu'on a et sur lequel on va revenir après, enfin, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même un panel de méthodologies assez solide. On a une maturité avec 20 designers et pourtant, ce qui peut paraître curieux pour certains, on travaille quand même avec un prestataire externe qui est Fairflexion pour des tests utilisateurs. Et donc, c'est des tests utilisateurs qui sont faits en remote et qui sont modérés a posteriori. Donc, Anaïs en a parlé juste avant. Mais pour nous, il y a vraiment une utilité différente et justifiée de cette offre-là. Mais on va revenir après avec les études de cas. Et justement, pourquoi parce que, comme tu l'as dit, effectivement, vous êtes plutôt bien staffé, que ce soit en termes de, quantitativement, c'est-à-dire en nombre de personnes dans l'équipe, et aussi au niveau de l'expertise que vous avez déjà, puisque, comme tu l'as dit, vous faites plein de choses vous-même. Pourquoi vous continuez à externaliser certaines choses avec nous et avec aussi d'autres partenaires? Déjà, voilà, hein, le fait de faire intervenir des consultants externes encore, même nous, si on est censé être objectif, comme je l'ai dit avant, on a quand même souvent le nez dans le guidon et on est vraiment dans l'écosystème Leroy Merlin. Et le fait d'avoir des consultants externes, ça permet d'avoir un vrai positionnement neutre et de justifier davantage des prises de décision en interne. Des fois, il y a de notre point de vue, il y a différentes choses qui peuvent venir être priorisées à niveau égal. Et le fait d'avoir Fact-Flexion qui vient ajouter une couche neutre, ça nous permet encore de faire des choix plus justifiés. La seconde raison, c'est que là, on est à distance, donc on a un peu évolué la manière de faire les tests, mais quand on était en présentiel, les recrutements, comme on les faisait sur place, on avait souvent des gens du nord de la France. On est basé dans le nord de la France, hein, à Leuzen, tout près de Lille. Et donc, les recrutements se faisaient beaucoup sur des gens au nord de la France. Et une remarque qu'on nous a fait, à juste titre, c'est vous interviewez que des ch'tis. Donc, le Leroy Merlin, ce n'est pas que du ch'ti. Et le fait de travailler avec un partenaire externe, ça permettait aussi d'adresser des utilisateurs partout en France et dans des typologies de villes différentes. On sait par exemple chez Leroy Merlin qu'il y a 3 types de magasins en fonction de la taille de ville, un peu où on est implanté. Et le fait de travailler avec un partenaire externe, ça permettait de cibler à distance différents types d'utilisateurs. Le deuxième critère, c'est que le gain de temps, il est considérable. Des fois, on est dans des environnements où on n'a pas forcément... il y a une personne qui doit traiter beaucoup de sujets en même temps. Pour toute cette phase d'analyse et tout, le fait de pouvoir s'appuyer sur Fairflexion, c'est vraiment apprécié parce que toute la logistique vous est déléguée, toute l'analyse des feedbacks, le déroulement des tests, tout ça se fait de votre côté. Et nous, on récupère juste les entrées utilisateurs sur un plateau d'argent, donc ça, c'est hyper agréable. Et le dernier point, c'est que c'est des vrais consultants UX. Ça, j'ai déjà travaillé avec d'autres sociétés où on délègue surtout la logistique, mais on n'a pas vraiment d'expertise derrière et de parti pris ou d'expertise en fait qu'on ressent. Là, c'est pas du tout le cas. Aussi bien dans le déroulé, quand on vient présenter un protocole de test, on est challengé aussi bien par les consultants que vous avez. Et puis après, dans la restitution, ça ne s'arrête pas juste à remettre des feedbacks utilisateurs et à la prioriser.
ça se traduit aussi en wireframe, en piste de solutions, en fait, où des fois, ça peut nous permettre de dire, bah ouais, ça, on avait commencé à y réfléchir, on est content s'il y a des autres UX qui ont pensé aussi, ça appuie notre positionnement. Et puis au contraire, si on n'y avait pas pensé, ou si c'est des nouvelles pistes d'innovation, bah, on est très preneur aussi. Donc sur tout ça, on est très content. Et du coup, est-ce que pour aller un petit peu plus dans le concret, est-ce que tu peux nous parler d'exemples de tests qu'on a fait ensemble et justement peut-être voir ensemble les différentes approches qui ont pu être mises en place à chaque fois? Oui. Ce qui est intéressant là, c'est que si vous regardez les dates, il y a un premier test qui a été fait en mars 2019 et l'autre là qui était plus récent. Et on y reviendra après, mais c'est de voir un peu la manière dont la maturité de l'entreprise a évolué en UX et que ça a accompagné en fait la manière dont on faisait les tests aussi. Si on prend l'exemple de gauche, un audit d'une page magasin existante, on a été pendant un an et demi dans une phase qu'on appelait le replatforming, où on a repris toutes les pages du site et on a refondu tout l'environnement technique back pour que ce soit plus fluide et justement commencer à construire cette plateforme. Et donc, Leroy Merlin, on a profité pour refaire une refonte du front en même temps. Et c'est comme ça que les UX et UI sont arrivés dans les feature teams. Et donc, le mode opératoire à l'époque, pour ce type de tâche-là, hein, quand on veut refaire une page qui existe déjà, c'était en recherche de faire des observations, de lancer un test à distance sur l'existant avec Fairplexion. Comme ça, on récupérait vraiment tous les feedbacks utilisateurs sur une utilisation de l'existant. Bien sûr, à côté, ça n'apparaît pas dans les phases de recherche, mais on avait toute l'analyse de data qui était faite en complément, des audits ergonomiques qui sont faits aussi par les UX en parallèle, pour un peu challenger aussi les feedbacks qu'on va avoir de Fairplexion. Ensuite, on a fait toute notre conception. Et puis après, voilà, on a réussi à délivrer une nouvelle page magasin, comme vous le voyez, en s'appuyant principalement sur un audit de l'existant. Et donc, si je prends un exemple de KPI, hein, dans l'existant, un des entrants business, c'était on sait que nos utilisateurs ont du mal à se contextualiser dans les magasins sur notre site. Un entrant des utilisateurs dans le test, c'était que on n'arrive pas à trouver l'élément pour se contextualiser, pour cliquer. Si vous regardez la capture en haut à gauche, c'est le tout petit lien en haut à droite là, avec un petit cœur. Je ne sais pas si on voit bien ma souris, mais effectivement, c'est ce qui est à ce niveau-là. Vous ne le voyez pas très bien et les utilisateurs ne le voyaient pas du tout. Il n'y a personne qui cliquait dessus. Et en fait, grâce à ces entrants-là, toutes les méthodes étaient complémentaires, hein, mais ça nous a permis vraiment de reprioriser le design sur une nouvelle page. Et on a un bouton qui est centré. Et on est passé d'un taux de clic qui était de même pas 1% à plus de 10%. Donc, c'est une des métriques, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais voilà, ça nous aide vraiment dans la conception, dans la hiérarchisation de l'information, à savoir quels sont les choix à faire en fonction des attentes des utilisateurs. Donc oui, là au-dessus, c'est la version qui a été testée, on va dire la version initiale, et en bas, c'est la version qui a été retravaillée. Ouais. C'est bien. Ouais. Hop. Et je te laisse du coup parler du deuxième Okay. exemple. Le deuxième sujet, il est un peu plus costaud, c'est le lancement de la marketplace. Donc en septembre de l'année dernière, on nous a annoncé on veut avoir une marketplace qui sort dans 6 mois. Et donc, dès qu'on a entendu cette nouvelle-là de la part de la direction, le collectif UX UI, on s'est tous rassemblés et on s'est demandé comment est-ce qu'on fait aboutir ces projets en prenant en compte qu'aujourd'hui, on est tous quand même dans des feature teams différentes pour faire gagner du temps et réussir à délivrer dans ce délai-là. Parce qu'on voyait bien qu'avec l'organisation qu'on avait, si on travaillait comme on le faisait traditionnellement, ça allait être plus compliqué et on allait devoir recoller les morceaux à la fin. Donc déjà là, on sentait qu'il y avait une maturité en termes de processus de travail qui avait évolué par rapport au test avant où on faisait vraiment feature par feature. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis en collectif, on a lancé des questionnaires, on a organisé des focus group, des interviews utilisateurs. On avait déjà des tests utilisateurs qui avaient été menés avec Fairplexion et par nous-mêmes sur un peu toutes les pages du périmètre Marketplace. Et donc, on a rassemblé toute cette information et en fait, on en a réalisé un premier POC basé exclusivement sur les entrants des utilisateurs. Donc un premier POC avec des maquettes qu'on a testé en laboratoire nous-mêmes et on a eu des premiers feedbacks d'utilisateurs.
ce qui s'est passé, c'est qu'avec ça, comme on est arrivé très tôt dans le process, l'annonce venait d'être faite hein, sur le projet Marketplace, on a pu aller voir les dirigeants et les décisionnaires stratégiques de la Marketplace pour leur dire on sait que vous allez commencer à définir des guidelines et des partis pris. Voici tous les entrants utilisateurs qu'on a réussi à récolter. Donc, c'est environ 60, entre 60 et 80 personnes qu'on avait rencontrées au final, en disant on pense que la marketplace Leroy Merlin, ce n'est pas une marketplace Amazon ou Mano Mano. Il y a une attente qui est forte de la part de nos utilisateurs et des valeurs à respecter. Donc, on vous donne toute cette matière utilisateur pour que vous puissiez faire les bons choix en fonction des attentes de nos clients. Voilà. Donc, on a lancé plusieurs itérations de tests. Et à l'issue de ça, en fait, on a lancé la marketplace en mai. Elle était online en mai. Et donc, dès que le projet est sorti, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là. On a organisé un test avec Perfection en environnement réel. Donc, si vous regardez la différence avec les tests en laboratoire, c'est qu'on testait déjà sur des maquettes, donc il n'y avait pas de développement derrière. Pardon, j'ai fait une question. Et en fait, on ne testait pas l'ensemble du parcours. On s'arrêtait à OK, c'est bon, vous avez commandé, vous faites semblant de payer, ensuite vous retrouvez une commande dans votre espace client, où est-ce que vous cliqueriez pour retrouver les informations de suivi, pour parler à un vendeur. Là, ce qu'on a pu tester vraiment avec Fairquestion, c'est qu'on a demandé à 25 personnes de commander et de retourner des produits. Donc, il y a tout un process de livraison, de paiement en ligne, en environnement réel, de communication avec des vendeurs, avec l'enseigne qui a été testé, de réception de colis. Hein. Il y a des clients qui ont reçu des colis endommagés, des choses comme ça. Et ça change considérablement l'expérience qu'on avait, que les gens vivent dans un environnement réel. Et puis, il y avait aussi ce que tu nous avais expliqué quand on en avait parlé, c'était ce côté double panier, si je puis dire simplement, avec le côté, on va dire, marketplace, vendeur externe, et le côté Leroy Merlin pur, quoi, on va dire, en tant que vendeur. Ouais, en fait, sur le MVP qui est sorti de la marketplace, parce qu'on travaille en mode agile, hein, il y a un MVP qui a été défini. Si on achetait un produit Leroy Merlin et un produit marketplace ensemble, on avait 2 paniers. Et ça, nous, pendant tous les tests utilisateurs, pendant toute la recherche, on l'avait déjà remonté comme un irritant. Ça avait bien été identifié par la direction. Mais on a quand même lancé le produit comme ça, tout en sachant que le pourcentage de personnes qui ont un panier mixte, il est extrêmement faible. Donc, les risques qui étaient pris étaient quand même bien mesurés côté business. Hein. Ça n'a pas été fait pour tout le monde. Mais le fait de le tester en réel et d'avoir des vrais feedbacks de gens qui ont commandé, ça a encore plus appuyé la priorisation dans les roadmaps pour dire, attendez, ça c'est l'irritant numéro 1 qu'il faut traiter. Déjà, nous, on savait qu'il fallait le traiter, mais là, encore une fois, on le verra après, mais il y a eu du monde qui assistait à la restitution et du coup, il y a vraiment une prise de conscience qui s'est confirmée et qui a permis de prioriser les choix et de roadmap qui étaient faits. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au premier exemple dont tu parlais, on voit qu'il y a quand même un process du UX Research, qui est beaucoup plus, comme tu le disais déjà, qui a été plus anticipé, qui du coup est plus complet. Alors évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes projets, ce n'est pas la même ampleur de projet. Mais est-ce que si par exemple vous aviez dû faire ce projet de marketplace il y a 2 ans ou au même moment où a été fait la page magasin, est-ce que vous l'auriez fait de la même façon? Rien que d'y penser, ça m'angoisse un peu, mais non, en fait, on aurait fait la version inverse. Comme vous l'avez vu, on aurait probablement monté page par page dans les différentes features les parties de parcours à créer. Ensuite, on aurait eu énormément d'itérations, d'allers-retours pour recoller les morceaux et se mettre d'accord. Parce qu'il y a des interdépendances entre chaque feature team. Et donc là, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une évolution en maturité de toute l'entreprise. Donc effectivement, ça a été permis grâce au travail des équipes UX et UI, parce qu'on a beaucoup évangélisé. On était en permanence au sein des équipes à pousser ça. Là, on a eu l'occasion de prendre les devants et de faire en sorte que le projet Marketplace soit design-driven. Donc, c'est à la fois le rôle des designers,
mais c'est aussi la maturité des collaborateurs et c'est les leaders qui poussent ça aussi vraiment. C'est c'est le, le- la valeur numéro un en fait de Laura Merlin et d'ADO, hein, c'est user experience first. Donc le fait d'avoir cette impulsion derrière, ça responsabilise aussi tout le monde et on a un terrain de jeu qui nous permet un peu de pousser des initiatives si elles sont justifiées. Donc ça, c'est hyper apprécié. Mais c'est vrai que si on l'avait fait il y a 2 ans, malgré ça, on aurait probablement fait par morceaux et on aurait dû tout recoller, alors que là, le fait d'être plus mature et d'avoir travaillé très tôt ensemble, ça a permis d'effacer toutes ces interdépendances et de penser à un produit en collectif, quoi. Ouais. Et du coup, finalement, oui. Oui, excusez-moi, c'est Thibaut. Juste pour dire, on a énormément de super questions. Je sais que vous n'êtes pas très très loin de la fin de l'échange. Est-ce que vous voulez qu'on marque une pause pour en prendre quelques-unes ou vous voulez aller au bout de cet échange? Et dans ce cas-là, je veux juste rassurer tout le monde sur le fait qu'on va bien répondre à toutes les questions qui sont nombreuses et vraiment super intéressantes. Bonne question. C'est vrai qu'il nous reste plus. Peut-être qu'on peut aller au bout, comme il nous reste plus très longtemps. Si on avait été plus en amont, on aurait pu faire une pause. Mais là, peut-être autant aller jusqu'au bout et puis on prend toutes les questions après si Bien ça sûr, convient bien à tout sûr. le monde. Et de toute Mais façon, il fait partie des questions où vous allez répondre. c'est Voilà. pour ça aussi, c'est possible aussi. Ah, Et donc, finalement, quels ont été on va dire en termes d'impact, les bénéfices que tu as pu tirer, pas seulement toi, mais on va dire toute l'équipe UX, de cette approche, on va dire, plus globale et de cette maturité digitale? Ouais, je pense que l'UX en est ressorti quand même grandi avec une maturité encore plus poussée du collectif. Il faut voir que pendant toutes les phases de recherche là, du focus group, avec les autres lead UX et UX designers, on a vraiment fait le tour de toutes les équipes qui travaillaient sur le projet Marketplace ou qui allaient travailler dessus pour restituer les entrants. Donc on a fait un focus group, on l'a live streamé dans l'entreprise. Ensuite, j'ai fait le tour de plein d'équipes pour leur présenter, leur dire, bah voilà, on commence à collecter des entrants, je sais que vous allez travailler dessus, donc je vous donne un peu une restitution des premiers feedbacks utilisateurs pour que vous puissiez commencer à avoir ces connaissances-là aussi et qu'elles soient partagées au plus grand nombre, parce qu'on va tous travailler dessus. Donc, à chaque fois qu'il y avait des tests utilisateurs, des itérations, l'enjeu, il était aussi de communiquer et pas seulement le faire dans notre coin pour que tout le monde prenne conscience que ça avait vraiment une utilité. Et en fait, c'est terminé par la restitution que vous avez faite sur votre test utilisateur. Donc là, c'est Farpexion qui est venu restituer le test. Moi, j'ai juste, avec les autres lead UX, présenté le sujet et Farpexion. Ensuite, c'est Farpexion qui a mené la restitution pendant 45 minutes, où là, on avait plus de 60 personnes qui ont assisté, et donc des personnes d'expertise hyper différentes, de toutes les équipes qui ont travaillé sur le sujet. Donc, c'était hyper plaisant à voir parce que ça voulait vraiment dire que tout le monde était impliqué dans ce projet-là et les attentes des utilisateurs, c'était ce qui nous importait le plus au final. Donc, pour moi, c'est déjà une victoire en soi. C'est que les gens s'intéressent à ça. Et en deux, c'est que les personnes qui ont... Donc, il y a une équipe Marketplace qui s'est montée, et donc les leaders de la Marketplace, ça, c'est un verbatim que j'ai eu du directeur de la Marketplace qui m'a dit le projet, il a été drivé par l'utilisateur, il doit le rester. Donc, c'est vraiment plus qu'une prise de conscience. Là, on veut continuer à le faire, quoi. Et donc, ils ont décidé là de recruter un UX designer dans l'équipe Marketplace pour travailler sur effectivement la partie client, mais aussi toute la partie collaborateur, vendeur. Donc, voilà, je pense que l'essai, il a été transformé grâce au travail collaboratif de tout le monde. Et voilà, c'est pas prêt de s'arrêter parce que derrière, ils ont prévu aussi de refaire des tests grandeur nature comme on l'a fait avec Farpexion. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle release de la Marketplace, il y a vraiment une volonté de récurrence aussi et de roadmap de recherche et de test qui est poussée non pas par l'UX designer de leur équipe parce qu'il n'est pas encore arrivé, mais par directement la direction de leur équipe. Non, mais comme tu dis, c'est vraiment une belle, on va dire, une belle victoire. Nous, concrètement, on fait quand même des restitutions chez les clients assez régulièrement, forcément. Et c'est vrai que 60 collaborateurs, je crois que c'est quand même dans notre corps. Donc, c'est agréable. Ouais, comme tu dis, c'est une belle victoire. Et mais alors, du coup, moi, je vais
un peu titillé. Mais comme tu dis, c'est une belle histoire, c'est une belle victoire. Mais j'imagine qu'il y a quand même eu un peu des difficultés, des trucs qui sont pas toujours qui n'ont pas été forcément faciles à mettre en place. Est-ce que du coup, tu as des conseils, des retours d'expérience un petit peu là-dessus? Bah, oui, j'allais dire bah non, mais si, j'en ai plein. Tout était facile. Voilà. Non, bah souvent, et je pense que c'est la majorité des designers, et puis dans toutes les orgas, ce qu'on entend, c'est on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire un test maintenant avec le delivery qu'on veut faire, avec le planning. C'est pas toujours une question de budget, c'est souvent une question de temps. Et je pense que c'est une fausse excuse en fait, parce que comme vous l'avez vu, on a plein de méthodologies différentes et complémentaires. Donc on n'a peut-être pas le temps de faire un test sur 25 personnes avec des allers-retours de produits, mais on peut tester des dizaines de manières différentes à n'importe quel moment. Et donc, on peut faire la recherche utilisateur de différentes manières. On n'est pas obligé de faire des interviews. On peut décortiquer les avis de nos clients sur certaines thématiques. On peut décortiquer les feedbacks qu'ils nous font via les outils qu'on a s'ils sont installés, aller voir de la data. Il y a plein d'études qui existent aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens de ramener de la valeur utilisateur au sein des projets. Et c'est ce que je dis aussi aux designers. Des fois, ils présentent un process UX UI qu'ils voudraient mettre en place pour une problématique. Et ils sont un peu frustrés parce qu'ils disent bah, on ne va pas pouvoir tout faire. Effectivement, mais là, tu as mis l'artillerie lourde pour traiter une problématique qui est assez simple au final. Donc, et si on regarde dans une vie de projet qui est cyclique, bah, peut-être que tu ne vas pas réussir à faire tes tests utilisateurs maintenant, mais peut-être que tu vas pouvoir les faire une fois que le projet sera sorti ou pour la prochaine release en anticipation, ou bien utiliser ta data analyse pour venir pallier au manque que tu vas ressentir là, sur cette fois-ci. Donc, je pense qu'il faut vraiment être utiliser les méthodologies qui peuvent être le plus adaptées sans se frustrer parce que il y a toujours de la valeur à ramener quelques feedbacks utilisateurs, même s'ils peuvent être petits, quoi. Tant qu'ils restent objectifs et quantifiés quand même, quoi. Ok. Et du coup, bah, pour finir, si tu devais, concrètement, qu'est-ce qui te reste à faire? Alors à toi, encore une fois, et évidemment, toute l'équipe, mais pour aller un petit peu plus loin. Là, je pense que, notamment avec Fairfaction, ce qu'on veut faire, c'est que là, on travaille de plus en plus à distance. Ça risque de se prolonger. Et ben, on voudrait tester d'autres différentes méthodologies de recherche à distance, notamment avec Fairfaction. Des interviews, on le fait déjà, mais il y a peut-être moyen de faire des focus group à distance. Ça, c'est vrai qu'on en a parfait depuis qu'on est entré en mode confinement. Animer des tri de cartes, des ateliers d'hierarchisation avec des clients. Voilà, il y a pas mal de méthodes de recherche, je pense qu'on peut encore, sur lesquelles on peut monter en compétences. Il y a pas mal de projets et initiatives transverses dans le groupe et dans l'enseigne qui ne sont pas liés au site web ou à l'appli mobile, qui ont besoin d'être accompagnés par des designers ou une expertise UX/UI et qui ne sont pas toujours staffés en conséquence. Là, par exemple, on travaille sur la refonte des outils d'aide à l'achat et à la vente, donc des outils 3D, cuisine, salle de bain, plein de choses comme ça. Il y a du travail dessus et pouvoir s'appuyer sur un partenaire externe pour compléter le travail des designers qui sont en place et qui sont surstaffés, c'est agréable aussi. Et derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la marketplace, c'est avoir une récurrence des tests pour rester vraiment dans une démarche d'optimisation continue. Et en dernier, mais ce qui me paraît le plus important, c'est pousser encore plus de tests omnicanaux parce que on est un retailer avec des magasins et l'expérience digitale, c'est qu'un pan de l'expérience globale de nos clients. Et donc ça, il faut vraiment on en a tous conscience, mais il faut vraiment qu'on ait les moyens de traiter des parcours en omnicanalité. Parce que c'est ce qui est différenciant par rapport aux concurrents pure player, par exemple. Et c'est là où on pense qu'on peut apporter beaucoup de choses parce qu'on a énormément de savoir-faire et de connaissances en magasin qu'on peut mettre à disposition de nos utilisateurs sur le web aussi. C'est sûr, surtout dans le domaine du bricolage, on a toujours besoin de bons conseils. Ok, bah écoute, merci beaucoup Paul. On est arrivé justement au bout de ce témoignage.